Matryoshka. Alors Jérôme Cohen, vous êtes musicien, baryton. Vous avez participé à la création du Women's Forum que vous avez dirigé pendant 2 ans. Vous avez aussi créé Engage en 2016 pour donner à tous l'opportunité de devenir acteurs de la transformation sociale et environnementale. Et puis vous avez aussi contribué à la création du Grand Défi avec Virginie Resson-Victor. Je veux bien, si vous voulez bien, en préambule, puisqu'on a entendu quelques postulats de départ d'Olivier et de Jas dans leur rapport au travail. Oui. En effet, il y a un défi qui est immense. Le Grand Défi, qu'est-ce que ça a pour mission, justement ? La mission du Grand Défi, c'est comment réussir à provoquer par une sorte de consensus fort une transformation massive. Et alors, il y en a plein qui essayent. Donc, nous, on a un process ou une ambition qui rejoint d'autres ambitions, mais qui essaye de faire les choses un peu différemment. Donc, on sait... À quelle échelle ? Parce qu'on à entend l'échelle, pour toujours l'instant, à des l'échelle affaires de l'économie et des entreprises en France. Voilà, soyons modestes et on verra si d'autres veulent s'en emparer et le faire à côté. Donc, en fait, vous avez fédéré 150 entreprises, un peu plus ? Non, c'est Un peu moins ? je le dirais pas comme ça. Mais Vous dites comment ? on s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat en disant que c'était un processus d'apprentissage qui nous avait semblé extrêmement intéressant, parce que dans les 150, il y avait énormément de climato-sceptiques, de gens qui étaient dans le doute, etc. Et que progressivement, assez rapidement, ils avaient été amenés, je veux dire, à imaginer des propositions très percutantes et très fortes. On s'est dit, aujourd'hui, ce qu'il faut changer aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'économie et le monde de l'entreprise. Et donc, pour réussir à faire des transformations, je pense qu'il faut que ces entreprises elles-mêmes s'emparent de ces sujets et ensuite travaillent, s'approprient pour ensuite mettre en place ces transformations. Pas simplement leur imposer, même si le cadre législatif est élément fondamental. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut adapter comme process de la conscience citoyenne pour le climat pour ce milieu économique et pour les entreprises. Donc, on a imaginé, je vais le faire très rapidement, pour ne pas ennuyer tout le monde, un processus en 3 étapes. Le cœur du sujet, c'est on est en train d'ailleurs de tirer au sort 150 entreprises à travers toute la France. Donc déjà, c'est pas celles qui s'engagent naturellement le plus... c'est pas leur vérité première, c'est juste que vous les définissez. C'est-à-dire qu'on va tirer parmi une base de données de 12 000 entreprises 150. On part d'une base de données de 120 000. On en tire ensuite 20 000 au sort. Et après, on essaye d'en convaincre 150 de monter dans le bateau. Ce qu'ils ont fait à la Convention citoyenne avec 150 000. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, alors il y a des critères de taille, de territoire, de secteur d'activité, de type de statut, etc. Donc on arrive à avoir ce panel. Ces 150 entreprises, en fait, on voulait qu'elles soient finalement d'une part représentatives du tissu économique français, mais on voulait aussi qu'elles soient missionnées finalement par l'économie française, qu'elles représentent ou qu'elles travaillent pour plus gros que ces 150 en fait. Et donc on a d'abord organisé une communauté de partenaires qui sont aussi bien des partenaires institutionnels comme l'ADEME, l'Office de la biodiversité, la CDC, des réseaux d'entreprises dans lesquels il y a aussi bien des entreprises extrêmement convaincues que pas très convaincus ou pas du tout convaincus, des acteurs de la transformation comme le WWF, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Comité 21, etc., etc. Et puis des réseaux d'étudiants, de jeunes. Donc d'ailleurs, le Rêve écologique est partenaire du Grand Défi, parce qu'on voulait évidemment que cette jeunesse qui a des revendications et des positions qui peuvent être différentes, il ne faut pas caricaturer toute la jeunesse, etc., mais fasse entendre sa voix. Donc, dans un premier temps, on fait une grande consultation qui réunit tous ces acteurs. Donc, aujourd'hui, on a eu pour l'instant, je crois, 15 000 contributions pour tous ces acteurs puissent mettre en avant, exprimer les freins à cette transformation qui va assez vite. Donc, elles expliquent pourquoi, leurs besoins pour accélérer cette transformation, et ensuite qu'elles commencent à mettre en avant des propositions. Sur cette base, les 150 tirés au sort vont travailler pendant 6 mois. On commence à Lille le 14 ou 13 mai et on finit à Paris au mois de novembre. Et donc, elles auront pour mission de ces 150, aidées par tous ces partenaires, finalement d'exprimer les moyens, la façon
de réaliser ensemble une transformation de l'économie qui soit véritablement massive. Voilà. Et dans un troisième... Dans quelle échelle de temps on s'inscrit là, en fait? C'est-à-dire C'est-à-dire entre le moment où ces 150 entreprises sont identifiées et un temps d'action. Ah, le processus du grand défi. Et il commence en mai, les 150 réunis 6 fois, ça commence en mai, et ça finit en novembre, et à Paris, à l'Académie du climat. Et à partir du mois de novembre-décembre, on va travailler avec tous ces partenaires pour que ce ne soit pas un livre blanc, parce que des livres blancs ou des propositions, il y en a plein. La question aujourd'hui, c'est comment cette transformation est véritablement mise en place. Et donc ça, on travaillera, et c'est avec tous ces partenaires, parce qu'on estime qu'étant partenaires, elles vont avoir envie de porter, de faire ce plaidoyer envers le monde économique, ce plaidoyer envers le monde politique, mais aussi cette mise en place concrète. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre en place. Donc c'est une aventure démocratique de transformation massive. Enfin, c'est ça qu'on souhaite pour finalement que ces 150 représentants d'entreprises, avec tout un cortège de partenaires, eh bien, inventent en quelque sorte une nouvelle prospérité, voilà, économique, humaniste, écologique, et qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans la transformation. Voilà, c'est ça le grand défi. Est-ce que vous en avez entendu parler, par exemple, Jas, et qu'est-ce que ça vous évoque, puisque a priori, ça vous paraît à côté? Non, je dirais pas ça. J'en ai pas entendu parler. Mais moi, déjà, dès qu'on me parle de Constitution pour le climat, ça me plaît un petit peu parce que c'était le plus grand exemple démocratique du quinquennat Macron et ça le restera, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je critique, c'est pas tellement l'entreprise en tant que telle, mais un peu quand même, mais c'est plutôt les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de prendre exemple, en tout cas pour commencer. Et si LVMH, si Bayer Monsanto, si les grandes banques françaises continuent à utiliser des énergies fossiles, continuent à exploiter et à soutirer des milliers de profits alors que des gens crèvent dehors, forcément, ça ne va pas donner à certaines entreprises plus petites, des PME, des TPE et des TPE, l'envie de changer ou en tout cas d'intégrer cet enjeu écologique dans leur politique. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut faire accélérer d'abord les plus gros pollueurs, évidemment, par secteur d'activité, par taille. Mais je pense qu'aussi, il faut réussir à faire que les écosystèmes de ces entreprises évoluent et changent fondamentalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le grand défi, on a aussi bien tiré au sort des très grosses entreprises du CAC 40 que des petites entreprises. On a commencé à 20 salariés. Et je pense que ce dialogue et cette inspiration, cette transformation, elle naît aussi, comme au niveau générationnel, me semble-t-il, du débat entre ces grosses boîtes, des toutes petites entreprises. Et puis, il ne faut pas oublier que le socle ou le tissu économique français, je crois que sur les 3 millions ou je ne sais pas combien d'entreprises, il doit y avoir 2 millions, 800 000 PME. Donc, si on ne fait pas transformer ce tissu économique-là, et toute la chaîne de valeur d'ailleurs d'un secteur d'activité, avec des très grosses boîtes, leurs fournisseurs, etc., je pense qu'on ira pareil, la transformation ne sera pas suffisante. Donc, je comprends en théorie ce que vous dites, et je comprends l'enjeu, et je comprends l'ambition. C'est déjà pas mal, merci. Merci, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais parce que ça fait 3 jours qu'on parle de ce genre de sujet. Donc, je comprends ce que vous dessinez. Maintenant, on comprend bien qu'aujourd'hui, on tend tous vers un même désir, globalement. La méthode, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment on arrive à changer de modèle. S'il y a des jeunes qui sont en défiance par rapport au monde de l'entreprise, parce qu'elles ne croient pas à sa capacité à changer. Qu'est-ce qui fait que le curseur bouge ? Je pense que les entreprises... il y a plein de choses. Peut-être que tu pourras répondre après, mais je pense qu'il y a une très grosse crainte dans l'entreprise aujourd'hui. Et la crainte, et les risques qu'elles identifient, même si ce n'est pas forcément une démarche fondamentalement éthique, mais ça peut permettre d'accélérer aussi leur transformation. Je pense qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises, moi chez Engage notamment, et on voit naître des véritables craintes quant à leur propre avenir. Donc le fait, par exemple, de pouvoir recruter des talents aujourd'hui, et ça vous le défendez beaucoup au Réveil écologique, évidemment, si demain elles ont la pression de l'externe, elles ont la pression du consommateur, mais elles ont aussi la pression en interne ou ceux qui refusent désormais de rentrer, je pense que ça peut quand même
les pousser à rentrer. Et le but, je crois, de la transformation, certes, on aimerait tous, hein, on développe énormément de formations sur le sujet, de parcours, de programmes, etc. Et parfois, on est un peu frustré en disant on aimerait tellement que ça vienne d'eux et que ce soit naturel. Bon. Après, il faut voir que ceux qui freinent beaucoup dans les entreprises, ce sont bon, je vais être très caricatural et pardon, mais c'est plutôt le manager blanc de 50 ans qui a des responsabilités et qui a pas un grand intérêt à que ça bouge vite, parce qu'il a son gros salaire. Il peut avoir des enfants. Il peut avoir des enfants, absolument. Et non, il peut avoir des enfants. Oui, absolument. Oui, donc ça peut être un vecteur. Mais en interne, les blocages, ils sont beaucoup à cet endroit-là. Donc, s'ils ont la crainte de ne plus pouvoir recruter, s'ils ont la crainte de ne plus pouvoir vendre, etc., il va bien falloir qu'ils se mettent à bouger. Et vous étiez, non, je rigole pas né, si, mais quand on voit déjà l'évolution de la conscience sur ces questions-là, et je mettrais vraiment climat et biodiversité, même si la biodiversité, ça bouge beaucoup plus lentement, parce que c'est à mes yeux beaucoup plus complexe, il y a eu quand même une évolution majeure depuis 3-4 ans, en fait, dans la conscience, et en tout cas dans le fait déjà qu'on en parle, et qu'on parle beaucoup plus librement et beaucoup plus largement. Maintenant, la problématique, c'est comment cette prise de conscience s'en transforme en action, en déblocage fondamentaux. Et ça, voilà, c'est là où on n'est pas encore, et c'est là aussi qu'il y a un travail je ne sais pas si on peut dire de longue haleine, parce qu'on ne peut pas s'en satisfaire, mais un travail peut-être de harassement continu, qui, j'espère, finira par payer. La question, c'est quand. Est-ce que la question du temps qui reste est une question qui vous inquiète, qui vous taraude, ou finalement le fait que les choses bougent vous rassure? Non, la question du rythme des transformations, elle est évidemment complètement cruciale. Enfin, c'est clair que décarboner en 80 ans, c'est pas la même chose que décarboner en 30 ans. Mais pour revenir sur la question précédente de comment faire bouger le curseur et de ce qui fait que les jeunes sont réticents, que les grandes entreprises font peur, je dirais qu'il y a déjà quelque chose de très instinctif qui est que même si on oublie complètement la question environnementale, aujourd'hui, les grandes entreprises ont complètement perdu de leur prestige. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était normal pour un étudiant comme moi de rentrer dans un grand groupe et d'espérer monter les échelons un à un pour arriver dans le top management. C'était valorisé socialement, c'était complètement admis. Aujourd'hui, même sans référence à l'environnement, les grands groupes ne font plus rêver personne. Enfin, ça a été symbolique, mais je ne sais plus si c'était à HEC ou à ESSEC, mais pour la première fois, il y a 2 ans, moins de la moitié de la promotion et elle est partie dans un grand groupe. Parce que voilà, on a tous regardé la télé, on a tous vu les scandales, le Coca qui favorise l'obésité en Amérique du Sud, les pesticides, les phytosanitaires. Enfin, on a tous suffisamment assez en tête les méfaits des grands groupes pour que ça nous rebute instinctivement. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le changement des valeurs telles qu'ils se positionnent, d'où cette question, ce qui va compter demain et quelles sont les valeurs. Si vous voulez poser des questions, c'est évidemment avec grand plaisir, mais j'appelle tout de suite Jean-François Loiseau à bien vouloir venir nous rejoindre. Matrioche.